Aujourd'hui, on va aborder le courant philosophique de la phénoménologie, qui est un courant fondé au XXe siècle par Husserl et qui, je le dis d'emblée, ne doit pas être confondu avec la phénoménologie de l'esprit, qui est pour le coup un livre de Hegel qui est antérieur à la création de ce courant d'une part, et d'autre part qui aborde des thèmes qui ne sont pas proprement phénoménologiques. Ce qui veut dire en fait que Hegel, quand il écrit la phénoménologie de l'esprit, il ne prend pas ce terme de phénoménologie dans le même sens que vont le prendre les phénoménologues, qui sont vraiment des philosophes qui se revendiquent du courant de la phénoménologie, même si c'est le même mot. Chez Hegel, il s'agit plutôt d'un concept, alors que chez Husserl et les phénoménologues comme Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, ou toutes ces personnes, il s'agit moins donc d'un concept que d'un courant qui unit donc un certain nombre de philosophes. Donc on ne doit pas les confondre, même s'il y a des points qui sont liés, et si bien évidemment, si c'est le même mot, c'est qu'il y a une raison. Et chez Hegel, quand il parle de phénoménologie, en fait, la racine est la même que chez Husserl, c'est la racine du phénomène, et donc de logos, donc étude, et étude du phénomène. On parle en fait du même mot, donc à peu près de la même chose, mais simplement, chez Hegel, il s'agit d'un concept, et chez Husserl, il s'agit d'un courant dont on se revendique. Donc il y a des liens, mais on ne parle quand même pas de la même chose. J'ai pointé deux raisons qui nous poussent à l'étude de la phénoménologie, donc dans un séminaire à l'Institut Humanisme Total. Première raison, le courant, il est intéressant en lui-même. En fait, il est assez novateur, voire même révolutionnaire, mais sans la charge que ce mot a, dans l'histoire de la philosophie, et notamment dans l'histoire, en tout cas dans l'époque qui est le XXe siècle en philosophie. Il est intéressant en lui-même car il dénote par rapport aux autres courants, il dénote par rapport à l'idéologie ambiante, il, pour le dire assez brièvement, mais on reviendra dessus amplement, il vient questionner nos perceptions. Et en fait, ce qu'on appelle, nous, perception, ce que eux appellent la sensibilité ou le phénomène, on y reviendra aussi, il vient questionner nos perceptions, donc, de façon méthodique et honnête. Et c'est pour ça que le courant est intéressant en lui-même. On va le voir, il amène à de nombreux résultats, même si ses présupposés sont problématiques, et on reviendra aussi dessus. Donc c'est un courant qui se place entre réactions, entre retour en arrière par rapport à des philosophies qui sont plus avancées du point de vue de la connaissance, comme l'hégélianisme, comme le marxisme, comme même le kantisme, auquel il réagit un peu. Mais cette réaction n'est pas un problème en soi, ou plutôt on ne doit pas s'arrêter sur cette réaction, car il y a là beaucoup de progrès qui sont amenés, et en fait de concepts qui sont très intéressants. Si on revoit chez Hegel le parcours de l'histoire, on voit qu'il faut un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Il faut une réaction, en tout cas un retour en arrière, pour pouvoir avancer. Il faut revenir sur ce qui a été fait pour pouvoir avancer plus amplement. Et je crois que la phénoménologie est un courant qui a su véritablement accomplir cette démarche. Mais en plus d'être intéressant en tant que tel, et je parle ici dans son acception allemande, c'est-à-dire dans sa première acception et dans la façon dont Husserl décrit la phénoménologie, et bien dans l'acception française, qui en découlera après, on va avoir une évolution historique qui va être encore plus intéressante. La phénoménologie dite française venant même à se poser les questions de ses propres présupposés, présupposés qu'on avait qualifiés tout à l'heure de problématiques, on y reviendra aussi, et on montrera
assez brièvement, mais on montrera quand même comment les phénoménologues français ont su dépasser les problématiques des phénoménologues allemands. Donc se poser les questions de ses propres présupposés, jusqu'à rentrer dans un dialogue qu'on peut qualifier d'assez honnête avec le matérialisme dialectique et historique. Et on l'a notamment chez Sartre, à la fin de sa vie, dans la critique de la raison dialectique, mais aussi chez Merleau-Ponty, dans un certain nombre d'ouvrages ou d'articles. Donc ici, on a une grande raison en lui-même, une raison en tout cas importante en lui-même. Le courant est intéressant, il a des évolutions historiques qui font un pas vers nous, vers le matérialisme dialectique historique, et pour ça, si on se veut des hommes honnêtes, si on se veut, être des hommes honnêtes, il faut essayer de comprendre ce qui anime ce courant philosophique. Mais il y a une deuxième raison. Ce courant est en fait un fondateur, malgré lui bien sûr, mais un fondateur de l'idéologie de notre époque, à bien des égards. À savoir un fondateur du structuralisme et de la pensée en termes de nature humaine. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de discours sont empreints de cette notion de nature humaine. Beaucoup de systèmes de pensée, et les systèmes de pensée idéologiques de notre époque, on peut les qualifier de structuralistes, dans une certaine mesure. Eh bien, ces deux chevaux de bataille, le structuralisme et la pensée en termes de nature humaine, qui sont bien sûr liés, ce sont les résultats de la phénoménologie allemande. Ils découlent des présupposés de la phénoménologie allemande. Et pour ça, il est important de se pencher sur une philosophie qui est fondatrice de l'idéologie de notre époque. Si on veut mieux comprendre l'idéologie de notre époque, il faut bien sûr étudier les philosophes qui ont pu la créer, ou en tout cas l'orienter. Car les philosophes, au contraire de ce qu'on a aujourd'hui en intellectuel organique, donc en termes de médias ou en termes de discours dominants, eh bien les philosophes dévoilent les présupposés de leur théorie et les raisons de la création, le contexte historique, et toutes ces choses-là sont à étudier. Et ce n'est pas en s'intéressant seulement au discours dominant de son époque qu'on peut y arriver, mais il faut bien sûr se pencher sur des ouvrages plus théoriques, des ouvrages ici philosophiques. Et je crois que c'est un bon point de commencement. Si on veut comprendre la phénoménologie, il faut comprendre son contexte. Et donc les raisons de la création du courant de la phénoménologie. En fait, la phénoménologie allemande est un courant qui, on l'a dit tout à l'heure, qui détonne à son époque. À l'heure où les sciences et les philosophies sont dans une démarche d'accumulation de savoir, de constitution de grands systèmes, en fait dans une démarche assez progressiste. On va accumuler de plus en plus, alors de savoir mais pas que. On va essayer de comprendre le monde en faisant des grandes théories. La science est une époque qu'on peut qualifier d'un certain âge d'or. Et pourtant, Husserl, qui est le fondateur de la philosophie, je le rappelle, Edmund Husserl, qui vit à cheval, pour le situer, qui vit à cheval entre le 19e siècle et le 20e siècle. Je crois qu'il est dans les années 1860, 1870, et qu'il meurt en 1939 en Allemagne. Donc il meurt sous l'Allemagne nazie. Donc, je rappelle, à l'heure où la science est à son apogée, en tout cas à un certain âge d'or, Searle se fait le partisan d'une démarche cartésienne. Il veut refonder la science alors que la science a l'air d'aller bien. Il veut refonder la science sur des bases solides, un peu comme l'a fait Descartes. Et c'est assez intéressant de voir que à son époque, on en vient à faire ça, alors que
bon, si Descartes refonde la science à son époque, en tout cas essaye de le faire, c'est parce que la science est en crise. Mais à l'époque de Searle, la science ne paraît pas encore être en crise, même si, vous le savez, tout comme moi j'espère, vous qui êtes des Héléliens aguerris, la crise existe avant, avant qu'on la sente vraiment. Il y a des symptômes de la crise avant qu'on la sente vraiment. Et en fait, l'état d'âge d'or est déjà un état de crise. Contient déjà la crise en lui-même. Si on reprend, c'est comme l'état normal, l'état sain, contient en lui-même l'état pathologique. Donc, Searle veut refonder la science. Mais comment s'y prend-il? Il ne va pas faire un deuxième Descartes, il va pas faire, il va pas rejouer la scène qui était la tragédie cartésienne en une farce husserlienne. Il ne va pas essayer de se faire avoir dans ce jeu-là. Il ne va pas se faire avoir, pardon, dans ce jeu-là. Il présente à la Sorbonne, le lieu est fameux. Genre, si on est cartésien, quand on est allemand, d'aller à la Sorbonne présenter son ouvrage de fondation d'un courant philosophique, c'est quelque chose d'assez fort. Donc il va à la Sorbonne pour présenter une conférence, et dans cette conférence, il présente son ouvrage, qui sera publié à la suite, qui s'appelle « Méditation cartésienne ». Le titre est sans équivoque. Méditation, on va le voir, ce concept de méditation est assez prégnant dans la phénoménologie, mais surtout, ici, c'est un rappel aux méditations métaphysiques de Descartes. Et quand il parle de méditation cartésienne, il parle bien ici d'un retour à Descartes et d'un retour au doute méthodique. Donc si vous êtes un peu familier avec Descartes, tant mieux. Sinon, on va essayer de reprendre un peu les grandes lignes, même si c'est pas forcément simple. Et on fera pas dans le détail, malheureusement. On va essayer de reprendre les grandes lignes de la philosophie cartésienne pour montrer comment Searle la continue, comment il la critique, en fait, comment il se pose par rapport à Descartes. Même si Descartes, je le rappelle, est 3-4 siècles avant... 3-4 siècles avant Searle. En fait, Searle reproche aux philosophes français, à Descartes, la trop grande facticité de son doute méthodique. Donc pour présenter brièvement les grandes lignes du doute méthodique chez Descartes, Descartes cherche à refonder la science sur une base solide. Et pour cela, il procède au doute. Il doute de tout ce qui lui apparaît. Donc il va douter des mathématiques. Alors même que Descartes est un grand mathématicien, qu'il a fait des mathématiques toute sa vie, qu'il voit, pour les grands mathématiciens qui voient... les grands mathématiciens voient en fait souvent dans les mathématiques un langage qui leur permet d'accéder à la vérité. Et Descartes est de cela, il l'avoue, et pourtant, il en vient à douter de la véracité des mathématiques, en disant, c'est un exemple, en disant, quelqu'un, un malin génie, quelqu'un qui a un plus grand pouvoir que moi, pourrait intervenir dans ma conscience, et à chaque fois que je veux penser que 2 plus 2 égale 4, me fait penser que 2 plus 2 égale 5. Et donc je serais trompé sur la véracité des mathématiques. Pour cela, pour cette raison, il en vient à douter des mathématiques. Il en vient aussi à douter de la sensibilité, de ses perceptions. Car il dit, combien de fois ai-je été trompé par les sens, pardon. Quand je mets une cuillère dans un verre d'eau, la cuillère me paraît cassée parce qu'elle change de milieu, alors que pourtant, elle n'est pas cassée. Donc mes sens me trompent. Quand j'enlève la cuillère, je me rends compte qu'elle est dans un état normal. Donc mes sens me trompent assez régulièrement pour que je ne fasse pas confiance à mes sens. Et en plus de ça,
quand je rêve, je me rends pas forcément compte que je rêve, donc je pourrais être dans un état de rêve continuel. Donc il continue, voilà, en remettant en doute, en remettant en question toutes ces choses-là, jusqu'à en venir au fait qu'il ne peut pas douter qu'il doute, il ne peut pas donc douter qu'il pense, et même s'il pense faux, il pense quand même. Et ce je pense, donc je suis, connaissez la formule, c'est ce qu'on appelle en philosophie le cogito. Pour faire très bref, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais pour faire très bref, Descartes fonde la science grâce à ce qu'on appelle le cogito, qui est l'expérience du doute méthodique. Méthodique car c'est ici une expérience de pensée, qui va le faire rejeter tout ce qui n'est pas certain, et pour trouver une chose certaine qui va nous permettre d'avancer en sûreté, en fait, qui va nous permettre d'avancer de façon confiante. Mais, on viendra à critiquer Descartes en disant que Descartes a trop la tentation du progrès contre l'assurance du savoir. Et en fait, une fois qu'il a trouvé le cogito, il ramène les mathématiques dans l'arbre des sciences, il ramènera Dieu dans l'arbre des sciences, il ramènera beaucoup de choses qui, en fait, ne sont pas certaines. Le savoir qu'il va... Et en fait, il va refonder les sciences, mais cette refondation, elle va être factice, car il va s'arrêter en fait au cogito. Une fois qu'il aura trouvé le cogito, il va plus faire l'expérience du doute méthodique, il va plus prendre son temps pour discriminer les phénomènes, et il va s'en arrêter là en disant « bon, c'est bon, j'ai trouvé ». En gros, c'est la critique de Searle par rapport contre Descartes. Une fois qu'il a trouvé, c'est bon, on peut avancer. Non, pour Searle, il faut sans cesse recourir au doute, mais sans rentrer dans un scepticisme qui nous ferait douter tout le temps et qui ne trouverait rien de précis. Il veut, en fait, lier la conscience au savoir, ce que n'arrive pas à faire Descartes. Et ici, c'est un deuxième reproche. Un deuxième reproche qui, ici, n'est pas seulement adressé à Descartes, mais qui est adressé à l'ensemble des philosophies de son époque. Ce reproche, c'est celui que Simone Weil appellera, je crois que c'est la même chose, en tout cas, j'avertis ici, Simone Weil n'est pas une phénoménologue. Mais je crois que dans un texte, et en fait il y a un concept dans son œuvre qui illustre bien ce reproche de Searle, et je crois qu'elle le dit mieux que Searle le dit, et on peut recourir à ce concept pour bien comprendre de quoi il s'agit, du problème dont il s'agit. Simone Weil écrit sur le contact avec la vérité. Elle écrit que on a perdu le contact avec la vérité, dans le sens où j'ai un certain nombre de connaissances, et ces connaissances ne font pas retour sur moi. Chez les philosophes antiques, chez les philosophes grecs, que Searle a beaucoup lu, et que les phénoménologues en règle générale ont beaucoup lu, Heidegger surtout, chez les philosophes grecs, chez les philosophes antiques, ce qu'il y a de plus important, c'est pas d'accumuler du savoir, mais c'est de faire retour sur soi, c'est de créer une pratique qui nous permettra d'être des hommes meilleurs, d'être des hommes sages, notamment. Donc il y a un intérêt de la philosophie dans la pratique quotidienne, finalement. Cet intérêt a été perdu dans la philosophie moderne, dans les sciences modernes. Husserl pense qu'il faut le ranimer, tout comme Simone Weil. Et ici, je vais vous lire un texte de Simone Weil qui illustre bien le propos. Les savants, dans l'effort qu'ils fournissent jour après jour tout le long de leur vie, ne peuvent pas être poussés par le désir de posséder de la vérité. Car ce qu'ils acquièrent, ce sont simplement des connaissances. Et les connaissances ne sont pas par elles-mêmes un objet de désir. Un enfant apprend une leçon de géographie pour avoir une bonne note.
ou par obéissance aux ordres reçus, ou pour faire plaisir à ses parents, ou parce qu'il sent une poésie dans les pays lointains et dans leurs noms. Si aucun de ces mobiles n'existe, il n'apprend pas sa leçon. Si, à un certain moment, il ignore quelle est la capitale du Brésil, et si, au moment suivant, il l'apprend, il a une connaissance de plus. Mais il n'est aucunement plus proche de la vérité qu'auparavant. L'acquisition d'une connaissance fait, dans certains cas, approcher de la vérité, mais dans d'autres cas, n'en approche pas. Comment discerner les cas? Si un homme surprend la femme qu'il aime et à qui il avait donné toute sa confiance en flagrant délit d'infidélité, il entre en contact brutal avec de la vérité. S'il apprend qu'une femme qu'il ne connaît pas, dont il entend pour la première fois le nom, dans une ville qu'il ne connaît pas davantage, a trompé son mari, cela ne change aucunement sa relation avec la vérité. Cet exemple fournit la clé. L'acquisition des connaissances fait approcher de la vérité quand il s'agit de la connaissance de ce qu'on aime, et en aucun autre cas. Amour de la vérité est une expression impropre. La vérité n'est pas un objet d'amour, elle n'est même pas un objet. Ce qu'on aime, c'est quelque chose qui existe, que l'on pense, et qui par là peut être occasion de vérité ou d'erreur. Une vérité est toujours la vérité de quelque chose. La vérité est l'éclat de la réalité. L'objet de l'amour n'est pas la vérité, mais la réalité. Désirer la vérité, c'est désirer un contact direct avec de la réalité. Désirer un contact avec une réalité, c'est l'aimer. On ne désire la vérité que pour aimer dans la vérité. On désire connaître la vérité de ce qu'on aime. Au lieu de parler d'amour de la vérité, il vaut mieux parler d'un esprit de vérité dans l'amour. Simone Weil, L'enracinement, paru en 1943, paru posthume. Donc ici, le texte, en fait, contient deux parties. La première partie est une critique. On l'a vu tout à l'heure, en fait, on l'a annoncé. Simone Weil ici s'oppose à l'accumulation de connaissances qui ne fait pas retour sur le sujet. Et ensuite, elle montre comment résoudre ce problème. Donc Simone Weil ici dit qu'il faut faire retour sur le sujet, finalement. Une connaissance ne peut pas rester une connaissance, mais elle doit avoir un lien avec la réalité du sujet, et une réalité qui lui est proche. En fait, quand elle parle d'amour, elle parle de proximité, finalement. Et en fait, tout ça, on le trouve dans la deuxième partie du texte. Bon, je ne vais pas expliquer le texte en long et en large et en travers, vous pouvez le reprendre, vous pouvez le relire, c'est extrêmement intéressant, mais voilà, c'était plutôt pour la première partie que je le prenais, c'était plutôt pour la critique, qui est en fait plus ou moins la même que celle de Husserl, en tout cas qui est aujourd'hui assez actuelle aussi, et en fait, c'est la raison d'existence de la phénoménologie. Donc il est important de pouvoir le comprendre. Et en fait, ça peut apparaître comme une réaction. En fait, c'est un retour à la philosophie antique, alors que la philosophie antique, elle est bourrée de défauts. On ne va pas revenir sur toutes les conneries qu'a dit Aristote. Voilà. Si aujourd'hui, on a une meilleure explication du monde dans les philosophies modernes que les philosophies antiques avaient cette explication du monde. Donc, pourquoi revenir en arrière? Pourquoi faire une réaction? C'est pas, chez Husserl, c'est pas pour retrouver ce qui a été perdu dans l'absolu. C'est pas parce qu'on a perdu quelque chose et qu'il faut absolument le retrouver. C'est pas pour une exigence de pureté absolue. Non, c'est parce que cette perte, elle avait son intérêt et qu'aujourd'hui, on ressent un manque du contact avec la vérité. En fait, ce manque-là, c'est celui de la perfectibilité de l'homme sur le plan moral. Si les connaissances qu'a l'homme ne font pas un retour sur lui, en tant qu'individu, en tant que sujet inscrit dans une pratique quotidienne, alors l'homme n'est pas perfectible. L'homme n'est pas perfectible sur le plan moral. Il accumule seulement
des connaissances qui lui permettent de faire des inventions et donc en effet d'avoir un meilleur confort. Et de toute façon, c'est ici le but de la refondation des sciences par Descartes, c'est d'améliorer la santé par un certain nombre d'artifices, par un certain nombre d'inventions. Mais ici, on a perdu le contact avec le sujet, et donc sur le plan moral, on a une perte. Pour réaliser une révolution pratique, il faut donc réaliser une analyse des phénomènes en tant que tels. Ici, je vais essayer d'expliquer encore brièvement ce qu'est un phénomène. En fait, ici, Husserl suit la lignée de Kant, qui vient distinguer phénomène d'une part et noumen d'autre part. Le phénomène étant ce qui s'offre à notre sensibilité, qu'il distingue de la chose en soi. Le sujet et l'objet se rencontrent en un point donné, et ce point donné, c'est d'abord celui de la sensibilité. Moi, et tout ce que je perçois, quand on parle de sensibilité, simplement, quand on parle de sensibilité, on ne parle pas d'émotion. Quand on dit quelqu'un qu'il est sensible aujourd'hui, on dit quelqu'un qu'il est sensible, ça veut dire qu'il est émotif dans le langage courant. Mais ici, il y a un glissement de langue, et en fait, la sensibilité, c'est plutôt ici tout ce qui est relatif au sens. Donc, on parle de 5 sens, même si c'est assez erroné, il y en a beaucoup plus, il y en a peut-être une petite trentaine de sens. Mais en tout cas, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on perçoit, donc, soit par la vue, par l'odorat, bon, je ne vais pas vous détailler tous les sens ici, mais on parle de sensibilité, important de le noter, on parle de ce qui est relatif au sens. Donc, ce que je connais du monde, en fait, c'est d'abord ce que je perçois. C'est d'abord ce qui est relatif à la sensibilité. Dans un repère, pour ceux qui sont familiers aux mathématiques, dans un repère un peu comme un repère orthonormé, vous voyez, avec des abscisses et des ordonnées, eh bien, les abscisses, ici, ce serait le temps, et les ordonnées, ce serait l'espace. Donc, ce repère-là, c'est le repère qui vient unir le sujet de connaissance et l'objet de connaissance. Tout ce que je connais de moi-même, d'ailleurs, même aussi, en tout cas, tout ce qui est extérieur à moi, et tout ce qui va faire objet de connaissance par la suite, est d'abord sensible et vient d'abord du temps et de l'espace, ce que Kant appelle des formes a priori de la sensibilité. Ce cadre-là, ce cadre de la sensibilité, est celui dans lequel on perçoit les phénomènes. Alors que toute connaissance fondée, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de la capitale du Brésil dans le texte de Simone Weil, où on pourrait même dire que elle en parle aussi, c'est pour ça que je reprends cet exemple-là, la connaissance que le Soleil est une boule de feu en fusion, c'est le résultat d'un détour scientifique par rapport à une perception initiale, individuelle. Il a bien fallu que quelqu'un voie le Soleil et fasse des chaînes de raisonnement pour en venir jusqu'à la connaissance que le Soleil était une boule en fusion. Et pas simplement un espèce de miroir dans le ciel plat qui éclaire beaucoup. Pas une lampe, voilà. Donc ce détour scientifique, il va se servir de la raison. Oui, on n'est pas que des êtres sensibles, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas du monde simplement que ce qu'on a dans les sens. On commence par là, mais on est aussi des êtres doués de raison. Et la raison nous permet de discriminer les phénomènes pour les élever au rang de connaissance scientifique. Notamment, pour reprendre la phrase ancienne, en forçant la nature à répondre à nos questions avec la science expérimentale. L'expérimentation étant une soumission des phénomènes à la raison, un combat avec la nature dans le but de la compréhension. Donc ici, un phénomène, j'espère que vous avez un peu cerné ce que c'était. Si je peux donner un dernier exemple, qui, je crois, est assez parlant. En fait, on a bien ce sens de phénomène dans le terme courant de phénomène paranormal. Un phénomène paranormal, c'est une expérience sur laquelle on n'a pas fait de détour scientifique. C'est quelque chose qui est ressenti, certes, mais on ne sait pas l'expliquer.
Mais en fait, il en reste seulement au stade du phénomène. C'est pour ça qu'on parle de phénomène paranormal. Il n'y a pas de détour scientifique, c'est simplement quelque chose de perçu. Et la raison n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais en fait, tout ce qu'on connaît, c'est d'abord un phénomène. Si tout ce qu'on connaît, c'est d'abord un phénomène, ça va venir à dire, il faut donc étudier d'abord les phénomènes. Et pas se laisser... et pas commencer par la science, qui est d'abord... qui est un après-coup. On ne va pas parler sur des après-coups, sur des a posteriori. Il faut d'abord parler sur des a priori, sur les premières sensations. Oui, on ne va pas faire de retour sur le sujet, donc on ne va pas faire de retour sur la pratique quotidienne si on ne parle pas du phénomène, parce que tout ce que l'on est, c'est d'abord du phénomène. Et ça, c'est ce que les phénoménologues vont pointer. Ce qu'ils vont s'attacher à étudier, c'est les phénomènes. Et vous voyez pourquoi on parle de phénoménologie. Étude des phénomènes. Et en fait, ici, on voit que les phénoménologues sont en fait des kantiens. Ou des néo-kantiens. Leur travail consiste à travailler sur des formes a priori. Des formes a priori de la sensibilité d'une part et de l'entendement d'autre part. Les formes a priori de l'entendement, pour le dire assez brièvement, c'est on parlait du cadre de la sensibilité tout à l'heure, qui sont le temps et l'espace. En fait, il y a des cadres de la raison aussi. Je ne vais pas ici détailler, vous lirez Kant, ou en tout cas, vous pouvez approfondir par bien des vidéos sur YouTube. Je ne doute pas qu'il y en ait beaucoup. Mais on parle donc on étudie donc des formes a priori. Et ici, il y a un problème. Il y a un gros problème même, il y a un gros présupposé dans le kantisme. Et en fait, on l'a vu tout à l'heure. Dans le kantisme, le sujet et l'objet de connaissance sont séparés. Je rencontre l'objet de connaissance, on l'a dit tout à l'heure, dans un cadre donné, dans le temps et l'espace, comme si j'existais en tant que sujet, indépendamment de l'objet. Comme deux cercles indépendants, donc l'objet existe en tant que tel, le sujet existe en tant que tel, qui se croisent en une surface donnée. Mais ici, le problème est, pour les Éliliens qui nous écoutent, vous savez que c'est la relation entre le sujet et l'objet qui est constitutive du sujet et de l'objet. Et donc, on a un énorme présupposé. Et c'est pour ça qu'on peut dire que en plus d'être une réaction à certains égards, si on parle de la philosophie grecque, on a dit tout à l'heure que c'était pas vraiment un problème, bien surtout, la philosophie husserlienne et en fait la phénoménologie allemande en règle générale contient un gros présupposé, qui est le présupposé kantien. Et qui est notamment cette, non pas cette distinction, mais cette séparation entre le sujet et l'objet de connaissance. Donc on a ici posé les fondements de la phénoménologie. La phénoménologie s'attache à déterminer la structure de la conscience. C'est une perspective kantienne de travail sur les formes a priori de la sensibilité et de l'entendement. Donc, comme je le dis, afin de déterminer la structure de la conscience qui devra servir à un retour des connaissances sur la pratique quotidienne. Mais ce courant philosophique contient un grand présupposé, et ce présupposé est le présupposé kantien, en fait. La séparation du sujet de connaissance et de l'objet de connaissance. À partir de ce présupposé, donc, on en vient à comprendre la méthode de la phénoménologie allemande, qui est, entre autres, la méthode de l'introspection. Donc une caractérisation des phénomènes dans leurs moindres détails. Je parle ici de phénoménologie allemande, car, comme je l'ai dit en introduction, et on va un peu le voir à la fin, mais bon, il faudrait faire un deuxième, peut-être, séminaire, où on reprendra vraiment cette distinction-là entre phénoménologie allemande et phénoménologie française, même si c'est beaucoup de travail. Mais donc, il y a bien une énorme différence, en fait, entre la phénoménologie allemande et la phénoménologie française,
car la phéno française en vient à remettre en question un certain nombre de ses présupposés. Merleau-Ponty et Sartre, critiquant beaucoup Husserl, qu'il considère bien sûr comme un maître, mais ils commettent le parricide, finalement. Ils comprennent Husserl comme le fondateur de leur courant, mais ils vont réussir à revenir sur ce problème qui est le présupposé kantien, pour aller un peu plus loin, fort de la lecture de Hegel, et je crois fort du travail du marxisme en fait en France, qui remet au goût du jour Hegel, et aussi, on le verra un peu à la fin, qui permet de penser le travail. Et cette pensée du travail, elle va vraiment faire retour sur la phénoménologie française, et c'est pour ça, je l'ai dit en introduction aussi, que la phénoménologie française, elle arrivait à établir un dialogue à peu près honnête, à peu de choses près, à peu près honnête avec le matérialisme dialectique et historique. Eh bien, ce dialogue-là, en fait, c'est le fruit de leurs interrogations personnelles entre les présupposés de leur propre discipline et les résultats, en fait, assez proches de leur méthode, mais aussi du MDH. Et donc, une raison de plus pour étudier la phénoménologie, ça nous prouve que, en fait, on va avoir des résultats assez proches, surtout chez les Français, en fait, entre donc, les résultats du MDH et les résultats de la phéno. Et donc, ça veut dire que par des chemins différents, on peut arriver à la même destination. Si toutefois le chemin philosophique est pris avec une certaine honnêteté et se donne les moyens de réalisation de cette honnêteté, qui est la remise en question constante, sans non plus rentrer dans un scepticisme qui viendrait à rejeter tout en bloc, et donc qui n'est pas apte à l'écoute, et scepticisme qui, ici, s'avère être le revers de la médaille du dogmatisme qui en vient à rejeter ici tout ce qui n'est pas lui. Et en fait, le scepticisme, ici, c'est le même problème. Donc, on peut dialoguer, il faut dialoguer, comme le dit Debray, une frontière est poreuse, et ça vaut aussi pour les frontières philosophiques. Il est important de laisser passer la critique, le doute, pour peu qu'il serve notre entreprise, mais malheureusement, on ne peut pas le faire avec des philosophies dogmatiques ou avec des philosophies sceptiques, car elles ne sont pas dans une attitude de dialogue. Donc ici, je vais pointer un peu en vrac certains éléments de la phénoménologie. Et en fait, on va en arriver à une certaine proximité par rapport au MDH. Premier élément, on l'a déjà abordé, la défiance envers la science. Donc ici, je vais parler plutôt de la phénoménologie française. On va faire un peu un bond, sans expliquer vraiment comment on passe de l'une à l'autre. C'est un gros travail que j'ai pas fait. C'est très compliqué, mais voilà. Ici, on parle de la phénoménologie française, qui est quand même assez proche, et ce qu'on a dit sur la phénoménologie allemande, ça vaut dans 95% des cas pour la phénoménologie française. Les phénoménologues français vont refuser la science comme un a priori, on l'a dit tout à l'heure. Et ils vont réussir à définir un objet pur. Un objet pur de quoi? Pur de toute idéologie. Bien sûr, la délimitation d'un objet ne saurait se suffire à elle-même, et pourtant, elle constitue néanmoins une excellente problématisation. Et en fait, encore une raison pour laquelle ici on étudie la phénoménologie s'avère être une excellente machine à problématiser. On parlera tout à l'heure du pourquoi, pourquoi de la méthode. La méthode est une méthode de description. Et ici, je vais vous lire un texte de Merleau-Ponty qui remet bien les points sur les i. Il s'agit de décrire, et non pas d'expliquer, ni d'analyser. Cette première consigne que Husserl donnait à la phénoménologie commençante d'être une psychologie descriptive, ou de revenir aux choses mêmes, c'est d'abord le désaveu de la science. Je ne suis pas le résultat ou l'entrecroisement des multiples causalités qui déterminent mon corps ou mon psychisme.
Je ne puis pas me penser comme une partie du monde, comme le simple objet de la biologie, de la psychologie et de la sociologie, ni fermer sur moi l'univers de la science. Tout ce que je sais du monde, même par science, je le sais à partir d'une vue mienne ou d'une expérience du monde sans laquelle les symboles de la science ne voudraient rien dire. Bon, petit aparté, tout ça, on l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas non plus, je tiens à le préciser, d'un rejet absolu de la science, bien sûr. Ici, Merleau-Ponty ne nie pas qu'on est déterminé, bien sûr. Et c'est la science, les sciences naturelles, mais aussi les sciences historiques, et le marxisme, la psychanalyse et la géographie, pour reprendre les trois maîtresses de l'anthropologie lévi-straussienne, donc les trois sciences qui montrent que l'homme est déterminé. Ici, Merleau-Ponty ne rejette pas ça en bloc, bien sûr que non, mais il en vient seulement à dire qu'on ne peut pas prendre cela comme un a priori, et qu'il faut bien faire un retour sur le sujet, et qu'on peut comprendre les résultats de ces sciences-là seulement si on s'intéresse aux phénomènes, en fait. Tout l'univers de la science est construit sur le monde vécu, on l'a dit tout à l'heure, et si nous voulons penser la science elle-même avec rigueur, en apprécier exactement le sens et la portée, il nous faut réveiller d'abord cette expérience du monde dont elle est l'expression seconde. La science n'a pas et n'aura jamais le même sens d'être que le monde perçu, pour la simple raison qu'elle en est une détermination ou une explication. Je suis non pas un être vivant, ou même un homme, ou même une conscience, avec tous les caractères que la zoologie, l'anatomie sociale ou la psychologie inductive reconnaissent à ces produits de la nature ou de l'histoire. Je suis la source absolue. Mon existence ne vient pas de mes antécédents, de mon entourage physique et social, elle va vers eux et les soutient, car c'est moi qui fais être pour moi, et donc être au seul sens que le mot puisse avoir pour moi. Cette tradition que je choisis de reprendre, ou cet horizon dont la distance à moi s'effondrerait, puisqu'elle ne lui appartient pas comme une propriété, si je n'étais là pour la parcourir du regard. Ici, très grande importance du monde perçu, et ici la science n'a aucun sens si on ne la remet pas en lien avec le monde perçu, car le monde perçu est en fait le b.a.-ba de mon existence. Comme il le dit très bien, comme le dit très bien Merleau-Ponty, c'est moi qui fais être pour moi, et donc être au seul sens que le mot puisse avoir pour moi. Je ne peux pas prendre les résultats de la science comme un point de départ, en fait. Quand je me pose comme un être conscient, il faut d'abord que je puisse avoir dégagé un objet pur, cet objet pur qui est en fait le résultat de l'étude des phénomènes. Et une fois que j'ai dégagé cet objet pur, alors là, la science peut s'avérer très intéressante, car elle nous permet de faire un retour sur nos perceptions, sur tout ce qu'aura en fait pointé la phénoménologie. Et la phénoménologie ne demande pas de le faire. Que ce soit Husserl, que ce soit Merleau-Ponty, que ce soit Sartre, tous ces auteurs-là pointent des problèmes dans l'existence humaine, dans le monde perçu, et ces problèmes-là étant posés, on arrive ensuite à avoir une solution avec la science. On ne peut pas renverser le processus et commencer avec la science sans avoir pointé les problèmes du moi, finalement, de la conscience. Je reprends. Les vues scientifiques selon lesquelles je suis un moment du monde sont toujours naïves et hypocrites, parce qu'elles sous-entendent, sans la mentionner, cette autre vue, celle de la conscience, par laquelle d'abord un monde se dispose autour de moi et commence à exister pour moi. Revenir aux choses mêmes, c'est revenir à ce monde avant la connaissance, dont la connaissance parle toujours, et à l'égard duquel toute détermination scientifique est abstraite, significative et dépendante, comme la géographie à l'égard du paysage, où nous avons d'abord appris ce que c'est qu'une forêt, une prairie ou une rivière. Ici un texte, bon, parfois un peu compliqué à suivre, mais je crois qu'avec les retours, on arrive à bien comprendre. En tout cas, un texte qui arrive à, encore une fois, bien pointer le problème, et c'est pour ça que je l'ai choisi.
Donc il faut d'abord faire pointer les problèmes de la conscience avant d'essayer d'en apporter des solutions. Ce qui apparaît évident, et pourtant ce qui est en fait très novateur à l'époque. Ici on est en 1945, j'ai bien sûr... Mais à culpa, j'ai pas cité la provenance. Donc ici, j'ai dit c'était Merleau-Ponty, dans l'ouvrage Phénoménologie de la perception, dans l'introduction, donc page 9 chez Gallimard, donc un ouvrage de 1945. Ici, important donc de revenir au problème de la conscience avant d'essayer de la résoudre. Et en fait, ici, on me parlait de réaction tout à l'heure, on parlait de retour en arrière. En fait, finalement, la phénoménologie française a su être pionnière dans l'établissement d'une méthode véritablement matérialiste. Et en fait, elle réussit, peut-être malgré elle, à se détacher de l'idéologie. En tout cas, de dessiner les contours de l'idéologie en pointant justement les problèmes, en essayant de poser un objet pur. Et en fait, la méthode qui est utilisée par les phénoménologues français, c'est celle, par les phénoménologues allemands aussi, c'est celle de l'époquet. L'époquet, c'est un terme grec qui veut dire la mise en suspens. Je mets en suspens tout ce que je sais du monde, et j'essaye de décrire. Et voilà, ça qui parlait au tout début du texte. Il s'agit de décrire et non pas d'expliquer ni d'analyser. Et on essaie de faire une psychologie descriptive. Alors ici, une psychologie, c'est pas apprendre au même sens que la science de la psychologie. Une psychologie descriptive, donc décrire quoi? Décrire les états mentaux, décrire toutes nos perceptions, en faisant abstraction de tout jugement. Et on en viendra peut-être même à penser que avant la perception, il y a déjà un jugement. Tellement on a du mal à faire abstraction du jugement dans nos perceptions. Pour que vous vous en rendiez bien compte, je vais prendre un exemple. Si je décris ce qu'il y a en face de moi maintenant, c'est pas une table que j'ai en face de moi, non, c'est une forme noire, reflétante, à peu près rectangulaire. Voilà, ce sont en fait simplement des formes les unes sur les autres, ce qui n'a absolument aucun sens si je ne juge pas. Donc, ici, si j'en reviens aux premières perceptions et que j'essaie de les décrire, de les analyser, sans ramener la science là-dedans, et sans ramener tout jugement d'ailleurs, quel qu'il soit là-dedans, en fait, je vais en arriver à pointer certains problèmes. Comment on passe de cette perception-là à une connaissance qui n'a pas grand-chose à voir parfois avec nos perceptions, notamment dans les illusions d'optique, ou dans des jugements qui en viennent même à différer selon les différentes cultures. Donc, analyse qu'on peut qualifier en effet de véritablement matérialiste, tellement matérialiste et tellement proche du MDH qu'elle en vient même à donc questionner ses propres présupposés, car si je décris ce que je perçois, je vais devoir le faire quand je travaille, quand je suis à la tâche. Et c'est ce que Merleau-Ponty fait. Et Merleau-Ponty arrive à dégager une structure de la tâche et à faire une psychologie descriptive de la tâche, donc du travail. Et en fait, il dit que quand je suis à ma tâche, je ne suis pas devant elle, je suis vraiment dans une unité avec l'objet que je travaille. Si je suis dans une unité avec l'objet que je travaille, et si je suis vraiment moi-même quand je suis dans la tâche, c'est bien qu'il n'y a pas vraiment d'indépendance du sujet et l'objet à travailler, du sujet de connaissance et de l'objet de connaissance. Quand je suis à la tâche, je ne fais qu'un avec l'objet de connaissance. Ici, on arrive même à dépasser Kant, qui nous disait qu'il y avait le temps d'un côté et l'espace de l'autre, et en fait que toute ma relation avec l'objet de connaissance était dans l'espace et dans le temps. Certes, c'est pas erroné, mais pourtant, je fais bien une unité avec l'objet de connaissance, avec l'objet, quel qu'il soit, quand je le travaille. Et quand je suis au travail, je transforme l'objet, je me transforme moi-même. Vous connaissez ce refrain.
proprement hegelien, mais même marxiste par la suite. Donc on arrive, comme je le disais tout à l'heure, à peu près au même résultat en fait que le MDH. Et ici c'est extrêmement intéressant, avec une méthode très différente, méthode de l'introspection, qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec la méthode marxiste, qui est pour le coup une méthode d'analyse, une méthode d'ailleurs qui est d'ailleurs critiquée. Hein. C'est pas pour rien que Sartre écrit Question de méthode, et c'est pas pour rien que Sartre écrira même Critique de la raison dialectique, parce qu'il s'oppose fortement à notre méthode. Et pourtant, on arrive à peu près au même résultat, avec des méthodes d'une part de l'introspection et d'autre part de l'accumulation de connaissances, et de la constitution de grands systèmes. Et donc, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui dans la phénoménologie, c'est sa relation avec le travail. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de phénoménologues qui s'intéressent beaucoup au travail, car il s'agit ici d'un état psychologique très important, très intéressant, en fait beaucoup plus intéressant que toute description des phénomènes simplement perçus, car il y a bien une unité de l'objet, une constitution du sujet en tant que tel. Et aujourd'hui, un bon nombre de phénoménologues français, qui parfois continuent d'écrire, s'intéressent au travail et s'essayent à cette psychologie descriptive du travail. Et en fait, Sartre et les phénoménologues français, en règle générale, en viennent à remettre Husserl sur ses pieds, tout comme Marx et les marxistes ont su remettre la dialectique hegelienne sur ses pieds pour ensuite, comme l'écrit très bien Debray, reconstituer le puzzle sur un fondement matérialiste. Debray, ici, il dit que la notion d'idéologie chez les marxistes devient la clé de voûte qui permet de faire tenir la dialectique à l'endroit. En fait, on peut dire la même chose pour les phénoménologues français, non pas que c'est l'idéologie qui devient la clé de voûte, mais en fait, c'est le concept hegelien de travail qui leur a fourni la clé de résolution du problème qu'est la conscience. En fait, on a beaucoup reproché aux marxistes d'ignorer la question de la conscience. Ils ont aussi remarqué que la phénoménologie ignorait la notion de travail, et la notion d'aliénation, notamment quant au travail. Et en fait, un dialogue intéressant pourrait amener, et en fait le fait actuellement, je ne dis pas pourrait dans le sens où je donne une indication, c'est fait depuis une bonne cinquantaine d'années. Donc les phénoménologues faisant un pas vers le travail et les marxistes faisant un pas vers la question de la conscience. Et donc on a ici un bon exemple d'attitude vraiment philosophique, un pas vers l'autre, un vrai dialogue. Et on le voit, pour terminer, une anecdote qui est assez célèbre. Quand Kluskar, dans sa thèse, qui est L'être et le code, quand il vient soutenir sa thèse, donc son directeur de mémoire est Lefebvre, son jury de thèse est Sartre, et il se trouve encensé par les deux, par Lefebvre, qui est un des acteurs de cette coopération entre la phénoménologie française et le marxisme, et Sartre aussi. Donc on a bien ici on s'inscrit bien dans ce résultat, dans cette continuité, dans l'alliance entre le MDH et la phénoménologie française.